Alors, je continue dans ma lancée de petites vidéos. Je me dis, comme ça, c'est bien. Je voulais parler aujourd'hui du partenariat patient et des points positifs et des défis qu'on peut rencontrer. Alors, ça faisait un petit temps que je voulais faire cette vidéo, en fait, où j'avais noté des choses au fur et à mesure, un peu dans mon esprit ou ailleurs. Je griffonne beaucoup à droite à gauche sur des bouts de papier. Et puis, on m'a envoyé récemment un podcast sur le partenariat patient que je n'ai pas écouté. Non pas que je ne veuille pas en soi écouter le podcast, mais c'est juste que j'ai pas envie d'être influencée par la pensée des autres. Dans mon avis immédiat, on va dire. Bien sûr que l'avis des autres nous apporte parfois un autre regard, mais j'avais vraiment envie d'apporter ma vision des choses aujourd'hui de façon, alors très brute, oui et non, j'ai quand même un peu réfléchi à tout ça. En tout cas, voilà, mon avis aujourd'hui sur la question du partenariat patient, de ce que ça apporte, que ce soit aux équipes médicales, que ça m'apporte à moi, et les points négatifs ou les défis qu'on peut rencontrer. Bien sûr, tout ceci est à prendre avec de la hauteur également et de la maturité et de la légèreté. Alors, les points positifs du partenariat patient, c'est que... est-ce que je commence par les points positifs ou les défis ? Ça c'est quoi ? Allez, on commence par les points positifs, même si je pense que ça serait mieux de terminer par les points positifs. Je ferai un récap des points positifs juste à la fin, sinon. Alors, les points positifs, c'est que ça peut permettre de faire évoluer les mentalités et de faire évoluer les prises en soin des patients. Surtout quand le patient partenaire ou patient expert est en lien vraiment avec les professionnels. Voilà. C'est pas juste le patient, enfin pas juste, ça, je dénigre pas du tout les patients experts qui le font, pas du tout, parce que moi c'était mon idée de base. Les patients experts ou les patients partenaires qui sont plutôt acteurs lors d'ateliers avec et auprès des patients. Là, ils vont avoir un peu moins d'interaction avec les professionnels parce qu'il y a les différents types de patients. On a les patients, des patients, formateurs, des patients qui vont intervenir plus avec les patients. Donc, il y a 1001 facettes du partenariat patient, je pense. Donc, voilà. L'évolution des prises en soin des patients, ça va être plus lorsqu'il y a des échanges entre professionnels et patients partenaires. Peut-être des choses dont les professionnels n'ont pas conscience et inversement. Des choses dont les patients n'ont pas conscience par rapport aux professionnels. Et donc, c'est un enrichissement mutuel. Moi, je me suis rendu compte de choses rien que dans ma formation d'assistante médico-administrative, je me suis rendu compte de choses, parfois les secrétaires sont entre guillemets pas agréables parce que les médecins sont pas agréables, mais peut-être parce qu'ils sont débordés de travail, peut-être qu'eux-mêmes prennent pas assez soin d'eux, et en fait, on se retrouve dans un cercle vicieux. Donc je pense que ça permet de faire évoluer les mentalités des deux côtés, pour celui qui a envie d'évoluer, pour celui qui a envie de rester ouvert et de faire évoluer sa mentalité. C'est toujours pareil. Donc ça permet d'apporter un complément d'information, de vision, peut-être d'améliorer le lieu d'accueil du patient et d'apporter la réalité patient, qui n'est pas la vision parfois qu'en ont les soignants. J'ai entendu il n'y a pas très longtemps des soignants dire encore qu'on a 24 fois 7 heures dans une... 24 heures fois 7 jours dans une semaine, donc soit, 168 heures. 168 heures, 158. Bon, bref, vous avez compris l'idée. Et que, du coup, les patients pouvaient bien trouver 3 heures sur 168 pour faire du sport, quoi. Donc ça, c'est un peu culpabilisant, par exemple. Même si la volonté, c'est pas de culpabiliser l'autre,
ça l'est quand même, quoi. Et honnêtement, on s'est tous regardés entre patients en se disant est-ce que la personne a vraiment dit ça, quoi. Bref. Donc voilà, c'est la réalité patient. Si cette personne de l'équipe soignante, elle trouve le temps de s'accorder 3 heures de temps dans la semaine pour faire du sport, mais bien grand lui fasse. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Des fois, on a des priorités différentes. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur les freins leviers aussi de l'activité physique, parce que c'est quelque chose que j'ai travaillé du coup dans le cadre de mon partenariat patient, et j'ai envie d'en faire bénéficier d'autres personnes. Mais parfois, aller à 1h ou 1h30 de kiné, de rééducation, c'est pas juste 1h, 1h30 de rééducation kiné. Déjà, il y a des horaires, donc il n'y a pas tous les horaires qu'on veut. Deuxièmement, il faut peut-être que la personne n'a pas de voiture. Voilà, c'est un exemple. Peut-être que la personne n'a pas de voiture et que ça va engendrer de prendre le bus, de faire 45 minutes de bus, de faire 1h30 chez le kiné, avec peut-être du temps perdu parce que ça commence pas à l'heure, etc. De refaire 45 minutes ou voire 1 heure si on tombe pas au bon moment du bus pour rentrer chez soi. Et donc là, c'est pas juste 1h, 1h30 qu'on a pris de notre temps, ça va être la matinée entière pour juste 1 heure de kiné. Et oui. Donc ça, c'est la réalité. Voilà. Et donc si on doit faire ça 3 fois dans la semaine, ou même 2 fois, c'est quand même 2 demi-journées. Donc les 2 demi-journées ou 3 demi-journées, il faut les avoir en temps libre. Et c'est pas le cas de tout le monde. Et quand on a des enfants, et quand on travaille, et quand on est fatigué, et quand... Voilà. Bref, ça c'est une réalité patient. C'est pas la réalité de tous les patients, mais il faut en être conscient. Mais je sais que quand on vit pas les choses de l'intérieur, c'est plus difficile. Mais c'est aussi pour ça que le lien entre patients, partenaires et les autres patients, moi j'ai senti que du coup, j'étais intervenue 1 fois en ETP, donc c'est pas beaucoup parce que généralement j'ai plutôt des liens avec les professionnels, mais quand je suis intervenue 1 fois en ETP, donc je vais probablement réintervenir 1 ou 2 autres fois, j'ai senti vraiment que les patients étaient contents de m'avoir en fait, parce qu'ils pouvaient comme se confier et libérer leurs paroles auprès de quelqu'un, comme si moi forcément j'allais pas les juger en fait, parce que des fois ils ont des choses à dire les patients, mais personne les écoute. Personne ne veut les écouter ou eux-mêmes n'osent pas dire parce qu'ils ne veulent pas vexer l'équipe soignante. On sait que les soignants s'investissent beaucoup. On sait que c'est un métier, c'est un sacerdoce d'être médecin, etc. Donc on n'a pas envie de critiquer, c'est pas ça. Mais des fois, il y a quand même des petites choses à améliorer. Et donc, c'est une posture difficile d'être patient et de contribuer. Et ma posture n'est pas simple. Non plus. Mais en tout cas, j'ai senti que les patients, ils étaient tellement contents de m'avoir, de pouvoir me dire des choses, de pouvoir me faire un retour à moi et d'espérer que moi, j'allais transmettre l'information. Et du coup, ça, c'est top parce qu'on sait que ça sera anonyme. C'est anonyme pour les patients et du coup, eux, ils n'ont pas peur de me parler en fait. Et je me suis dit, mais ça devrait vraiment se généraliser. Vraiment. Et puis en plus, j'étais pas là en tant que patiente, j'étais vraiment là en tant que patiente partenaire. Donc, c'est pas la patiente mystère, mais voilà, j'étais là, j'ai participé en même temps et j'essayais d'avoir un recul aussi par rapport à la situation. Donc, voilà, les patients se sentent mieux compris parce que, sauf si quelqu'un de l'équipe soignante vit la même chose de l'intérieur, et bien tant qu'on ne vit pas les choses de l'intérieur, on ne comprend pas. Voilà. Par exemple... il m'énerve ce truc. Hello, voilà. Par exemple, mon fils, il est assez accro aux écrans et j'ai du mal à comprendre ça parce que c'est pas nécessairement mon cas. Je pense que je fais un usage assez important des écrans parce qu'aujourd'hui, les écrans sont partout pour travailler, pour faire des vidéos, voilà. Mais j'essaye d'en faire un usage plus instructif. Je sais qu'on peut apprendre des choses avec les écrans. Oh, mais ça m'agace ce truc. On peut apprendre des choses avec les écrans. On peut s'instruire, on peut voyager quelque part, on peut faire tout un tas de choses, on peut délivrer des messages. Voilà, il y a énormément de possibilités et c'est pas du tout la même chose que de consommer du contenu
à longueur de temps de consommer du jeu vidéo ou de consommer du TikTok ou des vidéos, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a d'autre, Snapchat, Instagram, enfin voilà. C'est pas du tout la même démarche. Voilà. Donc je ne comprends pas en fait quand on est accro aux jeux vidéo. C'est pas dans mon système de pensée. Pourtant j'aimais bien les jeux vidéo quand j'étais enfant. Et j'en ai pas beaucoup eu, j'en avais pas forcément sous la main dans ma chambre où il n'y avait pas les petites consoles portables que les enfants ont aujourd'hui. Donc forcément je comprends pas. Donc quand on vit de l'intérieur les choses, on les comprend mieux, on peut mieux les partager, on peut apporter du soutien que les patients n'auront jamais complètement avec d'autres personnes. Voilà. Aussi bienveillantes soient les équipes soignantes que soient les équipes soignantes. Parce qu'on peut rester dans l'écoute même sans comprendre. Mais après, il y a vraiment la compréhension de ce que vit l'autre. C'est fondamental, mais c'est pas simple. Voilà, comme je vous dis, même moi, mon enfant, il est quand même assez accro aux écrans. Et pourtant, je comprends le phénomène de l'addiction. Je sais que ça lui apporte du bien-être et que donc, du coup, il a envie de renouveler cette expérience, voilà, à l'infini. Mais il y a vraiment quelque chose dans les écrans où moi, j'ai pas accroché en fait. Mais voilà, parce que moi, j'ai d'autres addictions, on va dire. Donc voilà, le partenariat patient, ça permet également d'échanger beaucoup. Ça me fait évoluer. J'espère que ça fait évoluer aussi les gens avec lesquels je peux échanger, travailler. Et ça me permet aussi de m'améliorer. Je vais pas essayer de C'est horrible cette caméra. Pourtant, je l'ai achetée il y a pas longtemps. Vraiment, ça m'agace, quoi. Qu'elle fasse pas la mise au point toute seule. C'est tout ce qu'on lui demande à cette caméra, de faire la mise au point. Bon. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Du coup, ça me perturbe. Le partenariat patient, à mon sens, ça peut permettre d'améliorer la sécurité des soins. J'en ai parlé dans une autre vidéo, 1, 2, 3, 4, sur l'importance de l'identito-vigilance. Par exemple, pour éviter les erreurs médicales, le mauvais traitement, le mauvais soin, la mauvaise chirurgie au mauvais patient ou du mauvais côté, enfin voilà. Donc, à mon sens, parfois, des retours d'expérience, ça permet de se dire, ok, ça existe vraiment. Il y a vraiment des gens qui se trompent. Peut-être que vous l'avez pas vécu en tant que soignant, vous l'avez pas vécu en tant que patient, et tant mieux. Mais ça existe vraiment. C'est pas juste une fantaisie, et donc c'est pour ça qu'il est très important pour moi de prendre son temps et de bien vérifier par exemple les dossiers, etc., ou les étiquetages, enfin bon. Le partenariat patient permet de stimuler la réflexion éthique et clinique. Voilà, ça permet de nourrir le débat. Un débat bienveillant, bien entendu. Il ne s'agit pas d'être en conflit les uns avec les autres, mais de nourrir un débat sur la posture de patient, la posture de soignant, où sont les limites, où est le cadre, voilà. Et puis parfois ça permet donc d'apporter quelque chose de plus vivant quand c'est dans la co-animation par exemple d'ateliers, au lieu que ce soit que le personnel soignant d'un côté, les patients de l'autre. Il y a ce pont un peu du patient partenaire qui est là, comme je vous ai dit, qui va comprendre les patients mieux que les soignants peut-être, not sure, mais peut-être, dans donc de la co-animation. Je pense que le partenariat patient est utile, j'espère l'être. Moi je sais que je prends le temps de... Vous savez, c'est comme les jardiniers qui vont commencer à planter des petites graines partout, tout le temps, sans regarder la nature du terrain, l'ensoleillement, si le terrain est argileux, pas argileux, si c'est plutôt humide l'hiver ou pas, si ça reste gorgé d'eau ou pas, enfin voilà. Et moi, j'étais de ces petits jardiniers-là avant qui faisaient un peu, pas n'importe quoi, mais je savais pas. Et puis, je savais même pas que c'était bien d'observer avant d'agir. J'agissais, voilà. Et donc je plantais des petites graines un peu partout, sauf que on perd énormément d'énergie. On apprend quand même en plantant des petites graines, il n'y a pas de souci.
Mais du coup, c'est pas toujours fructueux. Voilà. Et j'ai remarqué qu'en prenant son temps et en analysant une situation et en prenant du recul, on va un petit peu, agir plus en conscience et planter des graines quand même au bout d'un moment, mais en planter moins, mais en planter mieux et planter peut-être à un meilleur endroit, pas s'épuiser en fait. Il n'y a aucun jardinier qui aime s'épuiser, enfin je veux dire, voilà. Ayant déjà fait un burn-out, je sais de quoi je parle. Et donc c'est peut-être planter moins de graines, mais les planter mieux ciblées peut-être, et faire en sorte que les petites graines qu'on plante, elles soient susceptibles de mieux pousser en fait. Voilà, pour la petite comparaison. Le partenariat patient, selon moi, permet une meilleure adhésion thérapeutique, que ce soit pour moi. Voilà, ça me fait cheminer aussi sur la maladie chronique, sur les traitements, sur la prise en charge. Est-ce que moi-même, je suis soignée de façon optimale ? Est-ce que je prends soin de moi autant que je dis aux patients aussi de prendre soin d'eux ? Ça nourrit mon estime de moi. J'étais un peu sortie du parcours du monde professionnel, vraiment. Alors par contre, j'ai pas forcément envie d'être que patiente partenaire, parce que je ne sais pas si ça a un avenir et que j'ai pas envie de m'auto-saboter aujourd'hui. Donc c'est pour ça que j'ai fait une formation, par exemple, plutôt d'assistante administrative médicale ou assistante médico-administrative. Bon, déjà parce que je savais pas que le partenariat patient existait en tant que tel. Et je me suis dit, ok, le partenariat patient, mais faire une formation juste de patient partenaire, qu'est-ce que ça vaut ? Et puis moi, si un jour je vois que patient partenaire, ça m'apporte plus rien, et peut-être même que ça ne rapporte rien, parce que c'est pas toujours payé. On en parlera après dans les défis. Mais voilà, peut-être qu'à un moment donné, je dirais, là, stop, j'ai plus envie d'être patient partenaire, mais peut-être que je vais faire plus assistante administrative, médicale, ou pour revenir dans l'export, pourquoi pas, hein, j'en sais rien. Franchement, tout est possible dans la vie. Voilà, ne pas me fermer de porte, en fait, parce que c'est pas simple d'être patient partenaire. C'est vraiment, vraiment pas simple. C'est très satisfaisant quand même, hein, c'est très... Mais il y a des défis dont je vous parlerai après. En tout cas, moi, ça renforce mon pouvoir d'agir, et j'espère que ça renforce le pouvoir d'agir peut-être des soignants, mais aussi des patients. Moi, ça m'a aidé à mieux accepter mes pathologies. Voilà. Je pense que je n'avais jamais accepté mes pathologies jusque-là, et que le partenariat patient a redonné du sens, en fait, à ce que je pouvais vivre, et vivre de quand même compliqué et difficile. Voilà. Et puis c'est rendre aussi visible l'invisible dans la réalité patient. Donc ça rejoint ce que je disais tout à l'heure dans montrer la réalité des choses aux soignants. Ça peut être par exemple la difficulté de tel traitement, parce que tant qu'on n'a pas pris ce traitement, on ne sait pas vraiment ce que ça fait. Je pense surtout au corticoïde, parce que c'est vraiment le pire traitement que j'ai pu prendre dans ma vie, le plus efficace mais le pire. Voilà, c'est l'ambivalence de ces traitements-là. La précarité, l'isolement, qu'on ne peut pas comprendre non plus si on n'est pas malade, qu'on ne peut pas comprendre non plus si on n'est pas atteint d'une pathologie chronique. La précarité, l'engrenage de on perd notre emploi, on ne peut plus travailler, on aurait envie mais bon, c'est pas possible. Et puis les préjugés des gens, la personne est malade donc elle va être tout le temps en arrêt. Jusque-là, j'ai pas posé d'arrêt encore depuis que je travaille au sein du CHRU. Même j'ai été en stage 2 mois, c'était pas au CHRU, hein, mais j'ai été en stage 2 mois, j'ai été malade comme un chien pendant 2 mois. C'est là où je me suis dit que d'être tout le temps en lien avec des patients, c'est peut-être pas quelque chose de bien pour moi. Parce que vraiment, même en me protégeant et en mettant un masque, j'ai été malade tout l'hiver. Donc on verra si c'est rebelote cette année, ça peut venir peut-être de mon logement, j'ai déménagé, donc peut-être que c'est ça. Mais voilà. Alors les défis sont aussi nombreux que, je dirais, les points positifs.
Le premier défi que j'ai pu rencontrer et que j'ai ressenti, c'est pas quelque chose qui se dit forcément à haute voix, c'est quelque chose qui se devine. Voilà. Et c'est de se faire accepter par les équipes. Ce qui est d'autant plus difficile à vivre pour un patient en situation de maladie chronique, parce que la maladie chronique souvent engendre le rejet, la stigmatisation. Donc quand c'est ce que vous vivez, moi je suis malade donc depuis mon adolescence, et quand c'est ce qu'on vit depuis l'adolescence, toujours du rejet, de la stigmatisation, de l'incompréhension des autres, de la malveillance, c'est d'autant plus difficile à vivre qu'on vient juste pour les autres patients, on vient pour faire le bien au niveau santé publique, et que on doit encore une fois se faire accepter par les équipes médicales. C'est pas partout, hein, bien sûr, ce défi, ça dépend des endroits, ça dépend des gens, ça dépend des réflexions de chaque personne, où la personne en est face au partenariat patient. Chacun a son avis à donner sur la question. Donc, le partenariat patient, il faut que ça naisse d'une volonté du patient, bien sûr, mais aussi des équipes médicales. Il faut que le partenariat soit des deux côtés, il faut que la volonté soit des deux côtés, l'envie soit des deux côtés, sinon ce n'est pas possible. Le partenariat patient, c'est tout l'inverse de la hiérarchie qu'on retrouve souvent dans les lieux de soins, ou de la hiérarchie qu'on retrouve dans les lieux de soins, soit au niveau du personnel, soit du médecin vers les patients. Donc ça, j'en ai déjà parlé dans une petite vidéo un peu teaser que j'ai faite. Il ne peut pas y avoir de partenariat patient s'il y a une hiérarchie et des choses qui sont imposées. On n'est plus dans le partenariat après. On est à nouveau dans une structure pyramidale de un supérieur qui impose quelque chose à quelqu'un de subordonné ou d'inférieur. Et on sort justement de tout l'intérêt du partenariat patient. Voilà. Donc ça peut amener une réflexion. Rien n'est figé. Moi, ça, j'y avais pas du tout pensé, en fait. C'est aussi pour ça que j'y suis allée, comme on dit. C'est que j'étais motivée et que je n'ai pas vu les freins possibles. Je n'ai pensé qu'aux leviers et je n'ai pensé qu'aux points positifs quand je me suis lancée dans le partenariat patient. Et aujourd'hui, je découvre petit à petit des tensions qui peuvent exister dans les équipes. Mais ça, c'est comme partout, hein, j'ai envie de dire. Mais il y a des endroits où les hiérarchies sont plus fortes que d'autres. Et du coup, c'est pas du tout une posture simple. Parce qu'à la fois, il faut être impliqué, et à la fois, on est observateur, et puis on est à la fois... on reçoit des soins dans un lieu, et à la fois, on se doit, parce que c'est le poste qui veut ça, parce que c'est le rôle de patient partenaire qui veut ça, on se doit de remettre en perspective ce qui est déjà fait, et donc d'apporter des critiques, en fait, sur ce qui est fait. Et alors ça, c'est extrêmement difficile, surtout quand on a à cœur d'être bienveillant. Donc en fait, quand on apporte une critique, c'est pas du tout sur une personne en particulier, c'est sur un programme de soins, ou la façon dont le soin est mené, et... de faire en sorte que ce soit amélioré pour les autres patients. Voilà, c'est le seul but, en fait. Mais c'est pas simple, parce que moi, par exemple, je suis soignée à un endroit, et je suis aussi patiente partenaire à cet endroit-là. Donc, j'ai aussi ma reconnaissance du fait d'être soignée là-bas, d'avoir été sauvée par ce lieu de soins, d'y être rémunérée pour mon rôle de patiente partenaire, et que mon rôle soit d'apporter des critiques. Et c'est extrêmement, extrêmement difficile. C'est vraiment une posture qui est incroyablement difficile à avoir. Voilà, je ne m'y attendais pas. J'avais pas du tout anticipé ça. Et en fait, c'est vrai que je me suis rendu compte, parce que quand même, quand on rentre et qu'on est salarié d'un lieu de soins, on se doit d'être loyal au lieu de soins.
normalement, un employé, un salarié n'est pas là pour critiquer ou pour et même les remarques constructives sont pas toujours bien perçues. Donc c'est pas simple. C'est tout ce que je peux dire. En tant que patiente, c'est pas simple. Si on pense qu'il y a des choses qui peuvent être améliorées dans le cadre, par exemple, d'un parcours d'éducation thérapeutique du patient, alors bien sûr que le parcours de TP, déjà, il a le mérite d'exister, vous voyez ce que je veux dire ? C'est incroyable, c'est génial pour les patients, ça n'existait pas avant, c'est tout ce qui manquait, je pense, à la médecine, c'est de l'éducation thérapeutique du patient. Mais parfois, dans ces parcours de TP-là, il y a des petites choses qui peuvent être changées, que j'ai beaucoup vues en formation et que j'ai pu constater, en fait, en tant que patiente et en tant que patiente partenaire. Et de faire accepter ça, ça peut être un peu compliqué. Mais bon. Voilà. Une autre des difficultés, donc ça peut être de mettre des limites à l'investissement qu'on peut avoir. Et ça, je pense que c'est assez commun au personnel médical en général, en fait. Donc vous verrez qu'il y a des rapprochements entre patients partenaires. Nous, on est là pour aussi les autres patients. C'est mettre des limites parce que, il y a ce côté un peu de, je sais pas si ça se dit redevabilité, de se sentir redevable envers les équipes, envers l'établissement. Et puis redescendre un peu cette charge émotionnelle qu'on peut toujours avoir liée à la pathologie, liée à des choses graves, liée à des événements quand même très difficiles, soit liés à des grèves, des chirurgies complexes. Donc il faut prendre de la hauteur, il faut décharger émotionnellement pour ne pas soi-même, en tant que patient, revivre à chaque fois de façon intense ce qu'on a déjà vécu dans le passé, parce qu'on l'entend d'un autre patient, parce que, je sais pas, il y a une situation qui fait que ça fait remonter un trauma, peut-être. Donc ça, c'est assez complexe aussi, et donc il faut savoir doser son investissement. C'est vrai que moi, au début, je voulais beaucoup, beaucoup faire, j'étais super enjouée, etc. C'est pas que je suis plus enjouée du tout, hein. Je suis toujours motivée. C'est juste que je commençais à faire des choses chez moi sans compter mon investissement, sans compter mes heures. Je donnais. Sauf que c'était du temps où j'étais plus rémunérée. Et voilà. Et où est la limite ? Où est la limite ? Surtout pour ceux qui ne sont pas rémunérés. C'est complexe, encore une fois. Ça pose question. J'ai pas la bonne réponse à toutes ces questions, hein. D'ailleurs, je partage juste des réflexions. Dans les défis, il y a la posture aussi j'appelle du bon patient et du bon patient partenaire. Alors pendant 25 ans, j'ai voulu être cette bonne patiente et puis un peu moins sur la fin, entre guillemets, où j'ai déjà eu des médecins qui m'ont dit que j'étais vraiment une mauvaise patiente, que j'écoutais jamais ce qu'on me demandait de faire, que j'écoutais jamais ce qu'on me dit, Et il faut comprendre que ça faisait 20 et quelques années déjà qu'on me disait tout le temps il faut prendre tel traitement, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut aller faire telle prise de sang, il y a le médicament à aller acheter à la pharmacie, il faut il faut ci, il faut accepter la fibroscopie sans broncher. Non mais en fait, fibroscopie sans anesthésie, j'aimerais bien voir tous les soignants accepter de le faire. Et puis on vit pas tous les choses de la même façon, on n'a pas tous le même vécu, on n'a pas tous les mêmes traumas. Il y a des gens qui vivent de vraies situations de violence dans l'enfance ou autres, et qui peuvent très mal vivre, par exemple, une fibroscopie, qui vont avoir l'impression qu'on les torture. Voilà. Donc, on a commencé à me dire, dès que j'ai commencé à refuser certains soins ou certains examens, que j'étais plus la bonne patiente. C'est pas grave, je suis plus la bonne patiente, mais en tout cas, je suis la patiente qui va prendre du recul et réfléchir sur ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut plus. Voilà. Et dans le partenariat patient, il peut y avoir un peu ça aussi, c'est-à-dire, il y a ce qu'on attend aussi du patient partenaire, de ce qui est listé dans une fiche de poste, de missions à respecter, éventuellement de loyauté à avoir envers l'établissement. Et tout ça, ça pose question également. Toujours ces réflexions éthiques. Je n'ai pas de réponse toute faite.
Je ne dis pas que c'est mieux d'un côté ou de l'autre, parce qu'en fait, c'est quand même l'intérêt du partenariat patient, c'est cette liberté d'esprit, cette liberté de réflexion, et de pouvoir apporter quelque chose de plus. Si c'est pour toujours aller dans le sens de l'établissement et de ne rien apporter et de ne rien améliorer, ça n'a pas d'intérêt en fait. Si je suis là pour juste obéir à ce qu'on me demande, ça n'a pas d'intérêt. Donc voilà, c'est ce cadre officiel-là, dans quelle mesure c'est pertinent ou pas. Dans quelle mesure c'est pertinent de rémunérer aussi les patients partenaires. Moi personnellement je suis rémunérée, pas aujourd'hui, même si pour le coup je vous apporte des réflexions que j'aurais pu apporter lors d'un colloque ou d'une conférence ou d'un webinaire rémunéré. Donc là je ne le suis pas. Je suis rémunérée, mais c'est somme toute assez limité, donc c'est pas un secret de polichinelle, je suis rémunérée au SMIC horaire. Il y en a qui sont rémunérés via une auto-entreprise à 40, 50, 60 euros de l'heure. Et il y en a même qui trouvent que 60 euros de l'heure, c'est pas suffisant parce qu'il y a beaucoup de travail en amont. Alors moi, l'avantage, je suis payée que 10 euros de l'heure. Par contre, le travail en amont, j'essaye de le faire que sur place. Mais malheureusement, vous voyez, comme aujourd'hui, il y a des réflexions et du travail de fond que je ne fais pas que sur place, sinon j'avancerai jamais. Donc je suis obligée de faire des choses de chez moi. Donc dans quelle mesure c'est pertinent aussi, où est la limite, je ne sais pas. À vous aussi de vous faire vos propres réflexions. Il y a des patients partenaires qui ne sont pas du tout rémunérés, qui sont uniquement bénévoles, qui n'ont parfois même pas les frais de déplacement de couvert. Ça arrive très régulièrement. Et je pense que le souci, c'est que tant que des gens le feront bénévolement, il n'y aura aucune raison de payer en fait. Voilà. Si moi je peux choisir entre la même activité payante, je sais pas, 60 euros, et on propose la même activité gratuite, pourquoi j'irai chercher l'activité payante ? C'est juste mathématique. Alors peut-être qu'on peut se dire que l'activité payante va être plus qualitative. Peut-être pas. Donc voilà. Tant que des gens le feront bénévolement, il n'y aura aucune raison d'embaucher et de payer des gens. Voilà. Mais j'ai déjà eu des réflexions sur le fait que j'étais payée pour faire des interventions, mais il y a un vrai travail derrière. Enfin, je veux dire, l'expérience patient, le partenariat patient, il y a un vrai travail derrière. De réflexion, de prise de distance, Enfin voilà, je pense que vous imaginez pas tout ce que ça peut inclure de faire un retour de 25 ans d'expérience, quoi. Voilà. Je ne dis pas bien sûr que je sais mieux que les autres, pas du tout, mais voilà. Donc voilà, le bénévolat, oui, petite remarque qu'on m'avait faite au sujet de la rémunération quand j'ai dit que j'étais patiente partenaire rémunérée, donc sous contrat. J'avais une élève, je crois, future infirmière, donc qui m'a dit « Mais pourquoi vous faites pas bénévole ? Pourquoi vous le faites pas bénévolement pourquoi vous intervenez pas en école d'infirmière, par exemple, bénévolement ?» Et j'avais envie de lui dire pourquoi les infirmières en ETP ou pourquoi les infirmières à l'hôpital, elles sont payées en fait ? Pourquoi elles le font pas bénévolement ? Voilà. C'est exactement la même chose. Voilà. C'est le principe du salariat, le principe d'échanger son savoir et son temps contre de l'argent. Voilà. J'ai trouvé cette question particulièrement déplacée. Mais voilà. Pourquoi les médecins sont payés ? Pourquoi ils ne le font pas bénévolement, les médecins ? Il y en a qui font du bénévolat, bien sûr, qui partent à l'étranger, qui vont faire des missions humanitaires sans être rémunérés. Et bravo pour ça. J'ai fait beaucoup de bénévolat. Ça ne nourrissait plus mes besoins. Et ça ne nourrissait plus mes besoins aussi financiers. Voilà. Et j'ai aucune raison de me mettre, entre guillemets, dans la merde. Excusez-moi l'expression, mais j'ai pas de raison de me mettre dans la merde pour servir les autres. Voilà. L'idée, c'est quand même de prendre soin de soi dans la vie, d'avoir des objectifs, de pouvoir vivre correctement, de payer ses factures de chauffage, de pouvoir se nourrir. Et voilà, donc j'ai pas vocation à faire plus de bénévolat, quoi.
On m'a aussi posé la question donc j'y avais jamais pensé, mais de l'instrumentalisation des patients. Alors moi, j'avais pas du tout pensé à ça, puisque c'était une volonté de ma part d'être patiente partenaire. Et donc à partir du moment où on est volontaire et au clair avec ce qu'on souhaite faire et ce qu'on souhaite apporter et pourquoi on le fait, il n'y a aucune instrumentalisation du coup. Voilà. L'instrumentalisation, elle peut apparaître à partir du moment où l'équipe médicale vous fait travailler plus sur quelque chose qui vous semble peut-être pas utile, voilà, et où on vous dit en gros t'es payé, faut le faire. Bon, si c'est ça, du coup pareil, partenariat patient, où est voilà, il faut aussi écouter pourquoi le patient partenaire vous dit que peut-être ça c'est pas très utile dans sa vision des choses. Après c'est qu'une vision, mais quand même parfois il y a des visions assez communes à des patients qui ont une même pathologie parce que même vécu. Voilà. Peut-être que le partenariat patient en effet peut être vu comme une instrumentalisation au début. Tiens, l'ARS recommande d'embaucher un patient partenaire. J'ai lu les recommandations ARS pour l'obésité, notamment sur la filière obésité. Donc, dans les recos, il faut cocher la case patient partenaire. Bon, peut-être que je ne suis qu'une case à cocher pour certains. Pour moi, je ne suis pas que ça. Donc après, c'est chacun voit midi à sa porte. Et peut-être que les mentalités peuvent évoluer à ce sujet. En tout cas, moi, je sais pourquoi je le fais. Je sais ce que ça m'apporte. Je sais ce que ça peut apporter aux autres. Donc, pour le moment, je le fais et je continue de le faire. Voilà. Alors, les défis, ça peut être aussi les limites de la fatigue et des limites physiques. Parce qu'un patient partenaire reste un patient. Alors, tout le monde n'a pas des pathologies chroniques. Mais généralement, dans le partenariat patient, si. On peut se sentir bien par moments, pas à d'autres. Il y en a qui ont résolu peut-être le problème de l'obésité à travers une chirurgie bariatrique et qui du coup se sentent beaucoup plus légers entre guillemets, beaucoup mieux, en meilleure santé et donc plus en forme. Mais ça peut aussi ne pas être le cas. Le patient peut aussi avoir d'autres pathologies. Donc personnellement, je sens par moments qu'il y a en effet une limite physique et une limite à ce que je peux donner. La posture difficile, ça j'en ai déjà parlé, de se sentir, j'ai regroupé avec une autre information, mais voilà, ce retour critique versus bienveillance, et puis se sentir redevable, loyal, et puis en même temps être là pour faire bouger les lignes justement et pour améliorer les choses. Pas contre les gens qui ont créé le programme de TP, pas du tout, mais plutôt à dire... expliquer en tant que patient pourquoi on pense que ça, c'est important. Voilà. Donc j'ai parlé de la rémunération et puis sur le fait que parfois on peut sentir, c'est pas mon cas, mais on peut sentir un peu que le patient partenaire il est seul contre tous en fait, parce que vous pouvez avoir affaire à 10 personnes, 15 personnes, 20 personnes d'une équipe médicale ou territoriale. Et le patient partenaire, il est un peu tout seul face à tous ces gens, en fait. Donc ça peut être un peu impressionnant. Mais ça n'a pas été mon cas parce que du coup, j'ai jamais bénéficié de l'ETP en tant que patiente avant d'être formée à l'ETP, d'être formée à l'éducation thérapeutique du patient. Donc du coup, j'ai basculé déjà dans cette partie professionnelle avant d'avoir pu en bénéficier en tant que patiente. Donc, je me sentais tout de suite assez légitime d'être en posture professionnelle, en fait. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet. Et pareil, je sens mes limites physiques et de fatigue arriver à leur terme. Et puis, ça fait déjà presque 40 minutes qu'on parle. Donc, voilà. La co-construction est parfois difficile. On dit souvent qu'ensemble, on va plus loin. C'est vrai. Ensemble, on va plus loin. Mais beaucoup plus lentement. Et j'ai dit quoi ?
Ensemble, on va plus loin, oui, voilà. Mais seul, on va plus vite, voilà. Donc après, ça dépend ce qu'on privilégie par moment. Là, par exemple, pour aller plus vite, je décide de faire cette vidéo-là, mais peut-être que du coup, je referai un partenariat, une co-construction avec l'équipe avec laquelle je travaille à temps partiel. Je suis quand même 4/5 de mon temps, voire même plus, juste avec moi-même, quoi. Donc, ça va plus vite de faire cette vidéo aujourd'hui que de commencer à en parler à une équipe qui va me dire si oui, si non, s'ils sont ok, si machin, si truc. Tout le monde aura son avis. Ensuite, il faut que ce soit encore validé peut-être par quelqu'un. Ensuite, il faut encore contacter quelqu'un pour nanani, nanani, nanana. Et donc, on se rend compte que seul, ça va plus vite. Mais ensemble, on va plus loin. Donc, ça dépend, ça dépend, je pense, du but. Il n'y a pas de mieux, de moins bien. C'est différent de marcher seul et puis de marcher en équipe. Il y a des avantages et des inconvénients aux deux. Les différentes postures du patient, ça j'en ai parlé un petit peu. C'est un défi aussi parce que il n'y a pas un patient partenaire, il y a plusieurs postes types de patients partenaires. Il y a des patients témoins, des patients formateurs, des patients co-animateurs. Alors pour moi, patient expert, patient partenaire, c'est la même chose, mais peut-être pas. Il y a des patients qui vont juste être en lien avec d'autres patients pour des groupes de parole, par exemple. Ce qui n'est pas mon cas aujourd'hui. Par contre, ça ne me déplairait pas peut-être de faire des groupes de parole un jour. Mais voilà. Et oui, il faut quand même bien définir du coup ce que les équipes médicales attendent du patient ou ce que le patient lui-même attend de son expérience patient, de son expérience de patient partenaire, je veux dire. Voilà. J'ai déjà parlé de cette confiance et de cette envie réciproque d'amélioration pour les patients. Voilà, de ne pas voir le patient partenaire comme quelqu'un qui arrive pour juger. C'est pas ça. C'est d'être dans cette recherche d'amélioration pour les patients. Toujours ça. Voilà. Et c'est pas contre les équipes médicales, c'est avec l'envie, avec la volonté et avec la confiance réciproque avec les équipes médicales et les équipes soignantes. Parce que sinon ça peut pas fonctionner. En effet, si je sais pas, une infirmière d'ETP ou que sais-je prend mal le fait que je sais pas, on vient suggérer une petite amélioration au parcours de soins et que la personne le prend mal contre elle, ça peut pas fonctionner, quoi. Ça peut pas fonctionner. Donc, mais bon, c'est chacun avec ses émotions et avec ses besoins derrière et ses blessures aussi. Hein. On est dans l'humain, donc c'est pas une science exacte. Donc voilà, cette posture difficile à trouver, cette envie réciproque qu'il faut, cette difficulté d'être dans le système et d'être à la fois la voix critique du système, c'est pas simple. Voilà. En tout cas, je suis toujours reconnaissante des équipes médicales qui prennent soin de moi au quotidien, des médecins qui ont pris et qui prennent soin de moi. Maintenant, il y avait quand même des choses à améliorer pour que ça ne se reproduise plus pour les autres patients ou que les autres patients soient mieux pris en soin. Voilà. J'espère que ça vous aura été utile aussi cette vidéo pour vous expliquer un petit peu ma vision du partenariat patient. Donc moi pour le moment je suis plutôt amenée à travailler avec vraiment l'équipe qui est proche de moi, mais ça peut être sur des missions territoriales, ça peut être donc participer à des cours dans des IFSI, dans des BTS diététiques, ça peut être je vais bientôt déjeuner avec une future médecin pour échanger aussi, on se connaît dans un autre cadre, mais pour échanger pourquoi pas sur le partenariat patient. Donc c'est toujours dans la co-construction. Moi je peux construire des choses seule de mon côté, comme là, mais après l'importance du partenariat, ça reste du partenariat, quoi. C'est la définition même, quoi, d'être en lien avec, d'être partenaire et d'être dans un
dans une absence de hiérarchie et d'être plutôt dans des relations dites horizontales en fait. Voilà. Donc j'espère que je vais évoluer et que peut-être je serai amenée à être plus en lien avec les patients parce que je l'ai fait récemment et que ça m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup aimé être à nouveau en lien avec les patients. J'ai senti que je pouvais amener quelque chose et que les patients, mais c'est pas à la même dimension, du coup on n'est plus au niveau départemental ou régional, on n'est plus ciblé, mais c'est pas grave en fait, parce qu'on peut faire des tout petits pas localement qui peuvent vraiment impacter énormément de choses. Donc voilà, moi j'ai pu sentir qu'il y avait des patients qui vraiment se lâchaient beaucoup plus avec moi que ce qu'ils ne pouvaient faire avec des soignants. Peut-être parce que j'avais la bonne posture aussi, hein, je ne sais pas. Ou c'était, voilà, il avait besoin, c'était le lieu et l'endroit, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, voilà. Donc moi, je suis plutôt sur un poste de patient au niveau territorial, au niveau formation, au niveau partage. Donc je peux faire des webinaires. Bientôt, on va faire un webinaire sur l'activité physique pour les personnes en situation d'obésité. Je ne sais pas si ce sera rediffusé sur Internet, peut-être, peut-être pas. Mais voilà, j'aimerais vraiment pouvoir réintervenir auprès des patients. Et avec cette posture de patient de partenaire, ça dénoue des choses et ça délie vraiment la parole. Donc je n'ai aucun doute sur le fait que les patients peuvent aussi parler aux soignants et aux infirmières, aux psychologues, aux psychiatres. Mais voilà, je pense qu'il y a quelque chose de particulier entre patients. Voilà. J'espère que ça vous aura été utile. J'arrive au bout de ma batterie là. Voilà. Si vous avez des questions sur le partenariat patient, surtout n'hésitez pas. J'ai essayé vraiment de brasser large sur... vous pouvez m'écouter en x2 hein, parce que moi je suis très lente quand je parle. J'essaie de vraiment mesurer ce que je dis. Donc vous pouvez m'écouter en x2, c'est pas un problème. Je pense que c'est pas terrible. Vous pouvez aussi vous mettre ça avec un casque, en mode podcast, faire le ménage chez vous, j'en sais rien. En x1, c'est ok aussi. J'aurais beaucoup aimé faire plutôt un système d'interview, que quelqu'un m'interviewe peut-être sur le partenariat patient. Ça arrivera peut-être un jour. D'ailleurs, la future médecin que je connais aime beaucoup tout ce qui est un peu journalistique, je dirais. Donc peut-être que ça arrivera un jour qu'on fasse un petit partenariat ensemble d'ailleurs sur le partenariat patient ou sur les relations médecin-patient. Voilà, je vous embrasse tous. Je vous dis à très bientôt pour un autre sujet. Ciao.